Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine, extrêmement chargé comme vous pouvez vous en douter, avec cette guerre commerciale qui a été lancée par Trump et des nouveautés cette semaine. Je vous donnerai mon point de vue sur tout ça. On verra aussi les choses importantes à suivre pour la semaine prochaine. Et je vous ai mis le tableau des publications à venir au niveau des résultats des entreprises en France. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et voir techniquement les zones à surveiller pour la semaine prochaine. Après, on verra le suivi de mes trades court terme avec quelques changements cette semaine. Donc, j'ai fait quelques allers-retours avec le BX4. On verra tout ça ensemble. J'ai toujours Trigano, Veolia, Biomérieux, Eramet, Safran, Bouygues renforcé cette semaine. On verra les niveaux. Bureau Veritas, GTT aussi renforcé un peu cette semaine. Alstom, Imeris, pas de changement. Sartorius, j'ai vendu toutes mes actions avec en perte. Et il me reste toujours la française des jeux et on terminera comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement, malgré le contexte actuel, peuvent être intéressantes à surveiller de près, et si leur Luxottica, Vetoquinol, Euraseo et Derichebourg. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro pour cette semaine. Donc je vous ai juste mis les ventes au détail, un peu plus faibles que prévu, mais mieux que le mois précédent, 0,3%. Voilà, pas grand-chose. On est plus à attendre les déclarations de la Maison Blanche sur cette guerre commerciale qui a été lancée par Donald Trump que de regarder en détail les statistiques. Par contre, la semaine prochaine, il y aura des choses intéressantes à suivre au niveau de la zone euro. On aura l'inflation. Alors l'inflation, mon avis, suite à cette guerre commerciale, même si pour le moment on n'est que sur une pause des tarifs douaniers avec les autres pays à part la Chine où l'escalade continue entre les deux pays, la Chine et les États-Unis. Les autres c'est une pause, mais va falloir suivre. Pour moi, on a un risque si ça reste, on va dire comme ça, dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Pour moi, il y a un risque vraiment de déflation en zone euro. Pourquoi? Parce que le marché chinois, donc bien évidemment le marché chinois, ils exportent énormément parce que ils ont déjà que la Chine est en déflation depuis des mois parce qu'elle produit plus qu'elle en a besoin et qu'elle inonde les autres marchés de ses produits. Alors si à cause de ces taxes, les produits chinois ne vont plus ou beaucoup moins aux États-Unis, va bien falloir que la Chine envoie leurs produits ailleurs. Et si la Chine inonde le marché européen, je pense qu'il y a vraiment un risque d'une chute de l'inflation dans la zone euro parce que on va avoir énormément de produits chinois qui vont arriver et que le marché américain, c'est pas un petit marché pour la Chine. Donc c'est mon avis, c'est pour ça aussi que je vous ai mis qu'il va y avoir sûrement une baisse des taux de la BCE de 0,25%. Et j'ai envie de dire, faudrait vraiment qu'elle accentue cette baisse de taux pour aller vers les 2% assez rapidement, voire plus bas encore au niveau des taux, parce que le problème c'est si on arrive sur une déflation au niveau de la zone euro, va bien falloir trouver une solution. Alors des taux très faibles pourraient un peu relancer l'économie, mais pour moi de toute façon tant que la Chine et les États-Unis ne vont pas se mettre d'accord sur ces histoires de tarifs douaniers, je pense que tout le monde en sortira perdant. Les États-Unis, la Chine, la zone euro et bien évidemment les autres pays. Parce que si les autres pays sont inondés par les produits chinois, il va y avoir tellement
tellement d'offres que les prix vont baisser, je pense, fortement. Voilà au niveau de cette zone euro. On verra, affaire à suivre. Et puis bon, on a eu cette semaine. Ça commence les tractations, la Chine pour les tarifs douaniers au niveau de ses voitures. Alors on va peut-être avoir un accord avec la zone euro. Alors déjà que notre secteur automobile de la zone euro souffre énormément. Alors si en plus on récupère toutes les voitures chinoises, parce que la Chine, bien évidemment, sont en train de négocier avec les autres partenaires pour leurs produits, comme je vous l'ai dit. Donc si on récupère toutes les voitures chinoises avec des taux de douane très faibles, et nos pauvres constructeurs, déjà qu'il est sinistré le secteur automobile, voilà, mais chacun va essayer de faire leur business entre eux. Mais pour moi, de toute façon, tant que les États-Unis et la Chine ne vont pas se mettre autour d'une table pour essayer de négocier des choses un peu plus réaliste, parce que là on est à 125, 150, je sais même plus où on en est au niveau des pourcents entre les deux pays, mais on voit que ça peut pas durer, c'est impossible que ça marche, ces histoires entre la Chine et les États-Unis. Alors pour le moment c'est celui-là qui montre les plus gros muscles, mais je pense qu'il va bien falloir que ça cesse. Et mon avis sur tout ça, c'est que de toute façon on verra ce côté du 10 ans américain qui est en train de flamber. De toute façon, c'est qui a le pouvoir de calmer les deux pays, c'est les marchés financiers. Parce que entre les obligations américaines qui sont extrêmement élevées, et on a vu, je pense, que suite aux 10 ans américains qui a explosé à la hausse, Donald Trump a mis une pause temporaire sur les 90 jours. On a le marché d'échange aussi qui s'affole. Pour moi, c'est les marchés financiers qui ont la main sur tout ça, parce que ça pourrait très 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 mal finir, et bien plus mal qu'un crash boursier, parce que les entreprises, les actions on peut avoir des crashs, mais si on a un taux 10 ans qui s'envole, que plus personne n'achète la dette américaine, là ça va être une autre histoire, bien plus dure et compliquée pour presque toute la planète. Allez, on va traverser l'Atlantique pour aller voir les statistiques côté américaine. Je vous ai mis les stats au niveau de l'inflation de la Chine. Comme je vous l'ai dit, c'est déflation depuis un long moment, et ça s'aggrave au niveau du marché chinois. Voilà, il n'y a plus de consommation chinoise, il y a des gros problèmes au niveau de l'immobilier chinois, et on voit qu'on est ressorti à moins 0,4% au niveau de l'inflation mensuelle du mois de mars en Chine. En rythme annualisé, on est à moins 0,1%. Alors, on est un peu mieux qu'on était à moins 0,7, mais avec ces histoires de tarifs douaniers, ça devrait continuer, parce que la Chine va avoir un tel stock de marchandises que les prix vont forcément baisser ou à être envoyés dans d'autres zones géographiques, comme je vous les ai expliqué précédemment. Au niveau des stats de cette semaine, on a eu l'inflation au niveau des États-Unis, plutôt une bonne nouvelle. On est ressorti à 0,1%, soit en rythme annualisé à 2,8%. C'était prévu 3%. On voit qu'on baisse. Le corps, inflation corps 2,8 et l'inflation globale 2,4. Donc une baisse. Maintenant, la grande question au niveau de l'inflation, c'est est-ce qu'avec ces tarifs douaniers, est-ce qu'on va avoir une explosion de l'inflation? Parce que si on ajoute une centaine de pourcents sur les produits chinois qui vont arriver aux États-Unis, alors bien évidemment, c'est un produit à 1000 euros, ça va être à 1100 euros. Donc les prix vont forcément augmenter sur le consommateur américain. Personnellement, j'ai un doute. Est-ce qu'il va y avoir une explosion? Je pense plutôt qu'il y aura moins de produits achetés, peut-être. On a vu cette semaine au niveau des iPhones qui pourraient être bien plus chers. Après, il y a la solution des entreprises. Est-ce que les entreprises vont baisser leurs marges? On parle de l'iPhone. Bien évidemment, Apple a la capacité de baisser les marges. Alors, s'ils font ça, bien évidemment, le cours d'Apple va fortement chuter. Mais c'est plein de choses qu'on n'a pas de réponse tout de suite. On ne sait pas si les entreprises vont baisser leurs marges pour vendre des prix un peu au même prix qu'étaient avant ces tarifs douaniers.
Est-ce que les entreprises vont réussir à répercuter les prix et ça va être le consommateur américain qui va devoir payer l'addition de ces tarifs douaniers? Franchement, c'est un tel, entre guillemets, bordel que personne n'a encore la question. C'est pour ça que les marchés sont très volatiles. C'est pour ça, comme je vous ai parlé, qu'il va falloir suivre surtout le marché obligataire. On a eu une explosion du 10 ans américain. Je pense qu'aussi le marché asiatique, je pense la Chine, le Japon, a énormément de dettes américaines. Donc s'ils commencent à les lâcher, ça pourrait très mal finir pour les États-Unis. Je vous ai dit que c'est peut-être pour ça que Trump a aussi calmé le jeu au niveau des autres pays, mais va bien falloir que des pays achètent cette dette américaine. Bon, on n'est pas encore à la banqueroute des États-Unis, mais avec la dette des États-Unis qui est abyssale, et les marchés financiers, pour moi, ont les cartes en main. Si ça tourne mal, Trump va être obligé de faire marche arrière. Donc, je pense que les partenaires chinois et américains se mettent autour de la table pour voir ce qui peut être fait, parce que pour moi, il y aura que des perdants dans cette histoire au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage comme prévu. Donc pour le moment, on n'a pas une explosion du chômage aux États-Unis, récession ou pas. J'ai vu les probas des Morgan Stanley et JP Morgan, pardon, etc., des banques américaines, c'est à peu près 50% de chance ou de malchance qu'on ait une récession. Donc on ne sait pas trop, personne ne sait. Je vous ai mis un rendez-vous très important la semaine prochaine, le discours de Jérôme Powell. Je crois que c'est mercredi à 19h15. Alors lui, c'est pareil, il ne sait pas trop quoi faire. Son but premier, c'est l'inflation. Pour le moment, l'inflation est plutôt intéressante à 2,4%. Le target de la Fed, c'est 2%. On s'en dirige, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec ces tarifs douaniers. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va stagner, comme je l'ai dit, si moins d'Américains achètent? Voilà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. La stratégie de Trump, pour moi, est vraiment... pour moi, elle est trop brutale. Pour vous donner vraiment mon avis sur ce que fait Trump, je comprends ce qu'il souhaite faire, parce que la balance commerciale des États-Unis est catastrophique, mais c'est trop violent. Je pense qu'il y avait autre chose à faire que monter faire son tableau et mettre par pays ces histoires de tarifs douaniers réciproques et la guerre entamée avec la Chine. Je pense qu'il fallait, parce que son but ultime, c'est vraiment de rapatrier des entreprises sur le sol américain. Mais même si les entreprises sont sur le sol américain, s'ils ont besoin de matières premières venant de Chine, des autres pays, même si pour le moment c'est 10%, mais c'est temporaire pendant 90 jours, et 10%, ce n'est pas rien déjà, il va bien falloir prendre les matières premières là où elles sont. Donc même les entreprises qui sont implanté aux États-Unis, et va bien falloir. Je pense personnellement ce qu'il aurait pu faire, c'est vraiment aussi, là il a fait par décret, donc il y a même pas de Sénat, c'est un peu entre guillemets le Far West, c'est lui qui décide ou c'est ses conseillers qui décident, mais il aurait pu peut-être faire avec un vrai programme, commencer sur une période de 4 ans. On veut mettre en place des tarifs douaniers sur certains pays, sur certains secteurs pour que les entreprises viennent aux États-Unis. Il y aurait peut-être eu des entreprises qui auraient été intéressées par venir aux États-Unis, ils auraient laissé des délais de 2-3 ans pour faire des usines. Et même si c'est le cas des entreprises, on a un chômage plutôt faible, on a presque le plein emploi aux États-Unis. Donc s'il y a plein d'entreprises, comment les entreprises vont recruter? Il peut y avoir aussi une hausse des salaires monstrueuse aux États-Unis. Donc il y a plein de choses. Personnellement, j'ai plein d'interrogations. Je ne sais pas comment tout ça va se finir. Je vous fais part de mon avis qui est purement personnel. Je ne suis pas un économiste, ni un politicien pour savoir tout ce qui se passe. Voilà, je vous donne mon avis. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis en commentaire pour échanger. Mais voilà, on suivra ça ensemble. Plein de péripéties. On verra le week-end prochain. Il y aura peut-être d'autres choses à dire. Aussi, la semaine prochaine, ce qui va être plutôt intéressant et
sympathique, c'est que vendredi, les marchés seront fermés pour le week-end de Pâques. Lundi d'après aussi fermé. Donc ça va nous laisser 4 jours de répit sur les marchés financiers. Donc bien évidemment, il y a encore des choses qui peuvent se passer pendant 4 jours la semaine prochaine. Mais on en est là pour le moment. Affaire à suivre. Et donc, au milieu de toute cette guerre commerciale et des changements presque jour après jour de ces histoires de tarifs douaniers, on arrive dans la période des résultats du premier trimestre des entreprises. Alors, je vous ai mis tout le tableau au niveau des entreprises françaises qui vont commencer à publier la semaine prochaine. On aura bien évidemment du lourd avec LVMH, Vinci, Publicis, la Française des Jeux, Ipsen mercredi avec par exemple Edenred. Jeudi, on aura Pernod Ricard, Biomérieux ou encore GTT ou Ipsos, Morel et Prom. Alors, on va voir. Personnellement, je ne sais pas ce que peuvent dire les entreprises sur leurs prévisions. Alors les chiffres et les résultats du premier trimestre ne vont pas être impactés bien évidemment par ces tarifs douaniers. Mais comment voulez-vous que les entreprises prévoient ce qui va se passer durant le reste de cette année 2025 que personne ne sait ce qui peut se passer en quelques jours? Donc ça va être extrêmement compliqué. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elles vont dire. Peut-être qu'elles vont rien dire du tout. Et le marché n'aime pas qu'on n'a pas de vision. On est vraiment dans le brouillard le plus complet. Donc voilà où est-ce qu'on en est en ce moment. On verra les résultats. Peut-être des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Et surtout, on verra comment les marchés vont réagir suite à ces résultats. Peut-être qu'il n'y aura aucune réaction, qu'on est toujours plutôt pendu aux annonces de la Maison-Blanche qu'aux résultats, mais curieux, vraiment curieux de voir les prévisions des entreprises pour cette année 2025, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Donc on va passer au petit graphique que je vous fais suivre chaque week-end et qui pour moi essentiel dans le contexte actuel à suivre de très près. Donc au niveau des obligations de la France, rien à signaler de particulier cette semaine. Beaucoup de volatilité avec ces mèches hautes et basses, mais j'ai envie de dire c'est pas là que l'action se passe. Au niveau du 10 ans français, on est toujours entre les deux bornes qui pour moi, on est haut, mais c'est pas catastrophique. On en reparlera peut-être dans quelques semaines quand il y aura des choses en France et dans la zone euro, mais là, rien à signaler. Au niveau du 10 ans allemand, c'est pareil, bougie rouge, plutôt une détente. Donc c'est pas là que l'action se passe, c'est surtout sur ce 10 ans américain, comme je vous l'ai dit précédemment. On a vu cette semaine qu'il y a vraiment, je ne sais pas depuis quand, on a eu une hausse de 13% sur le rendement. On voit que les bons du trésor sont vendus. Alors peut-être les pays asiatiques, Chine, Japon, qui ont énormément de bons du trésor, bien évidemment si on exclut dans les États-Unis. Mais bon, c'est pas la même chose. C'est sur les pays étrangers aux États-Unis. Donc s'ils sont à la manœuvre, et je pense c'est ce qui a fait que Donald Trump, parce que si on regarde un peu en journalier, on voit que lundi, ça a vraiment explosé à la hausse, plus 5%. Donc c'est pas rien sur ce genre de marché obligataire. Et puis ça a continué. On a eu la pause sur les échanges où mercredi on s'est stabilisé, mais ça continue. Donc ça veut dire quoi? Que plus ça va augmenter et si on retourne vers les 5%, ça va être très 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 compliqué pour les États-Unis parce que leur dette est abyssale et si comme je vous l'ai dit plus personne n'en veut entre guillemets ça va devenir très très chaud. Alors pour moi c'est vraiment le tour de force que peuvent faire les autres pays sur cette dette américaine. Alors il y a autre chose qui peuvent rentrer en compte, mais c'est vraiment une bougie très impressionnante en hebdomadaire sur le rendement. Maintenant, on va voir jusqu'où ça peut aller. Et bien évidemment, c'est pas bon du tout. Je vous ai parlé un peu aussi de ce que Trump souhaite pour, entre guillemets, que son plan marche. C'est un pétrole plutôt faible. C'est un dollar plutôt faible. Et c'est surtout des rendements obligataires qui baissent. Et malheureusement, sur ce point-là, c'est vraiment l'effet inverse qui se passe. Normalement, si on a
une récession à venir dans un pays, les taux obligataires doivent normalement baisser pour suivre un peu l'économie du pays et aussi pour les consommateurs. Les consommateurs américains qui sont indexés par rapport à ces taux, quand ils vont acheter une maison et que les taux vont être extrêmement élevés, ça va poser très très gros problèmes, sachant qu'en plus que peut-être ou peut-être pas une récession, mais que l'économie va ralentir. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Et je pense que c'est ce qui pourrait faire céder la stratégie de Trump sur ses tarifs douaniers, ou au moins laisser un peu de l'Est avec la Chine. Donc ça va être à suivre, comme le lait sur le feu les prochaines semaines, même les prochains jours, parce qu'on n'arrivera à rien si ça va exploser 5%. Alors là, ça sera très mauvais pour les États-Unis. On voit aussi le pétrole qui a fait une chute et qui pour le moment c'est sur cette semaine beaucoup de volatilité, mèche basse, mèche haute. On avait tracé une sorte de canal baissier qui est pour le moment plutôt respecté. On a la zone des 65 dollars qui est en support, qui a été enfoncé. On est descendu jusqu'à 58. Alors là c'est pareil, le pétrole très volatile. Si ça se calme pas entre la Chine et les États-Unis, bien évidemment les deux entre guillemets vont être perdants et l'économie mondiale va être ralentie. Donc la demande de pétrole. Donc là c'est pareil, il y a des négociations entre les États-Unis, l'Iran et un peu les pays du Golfe, parce que eux, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce chute du pétrole. On va voir ce que ça va donner, on suivra ça. Donc pétrole plutôt faible, mais qui a l'air essayer au moins de se maintenir vers les 65 dollars. Affaire à suivre. Et on va finir avec ce graphique aussi qui est vraiment presque exceptionnel. On a une bougie hebdo encore entre l'euro et le dollar à plus de 3%. On a cassé la grosse zone de résistance des 1,20€ pour $1. Donc voilà, on est revenu sur des zones. C'était la résistance de septembre 2024, de juillet 2023, des zones de prix de janvier 2022, voire 2019, quand on était redescendu vers les 1,20. Donc on voit c'est une explosion. Le marché d'échange aussi est important, parce que si l'euro qui est en train d'exploser, attention à vos portefeuilles aux États-Unis, parce que le taux de change est pas bon pour nous, pour les Européens. Après, pour les Américains, c'est plutôt pas mal pour les produits importés, mais bon, avec leurs taxes. Donc il y a beaucoup de choses en ce moment qui se jouent avec une extrême violence, que ce soit sur les marchés financiers, du plus 13% sur le Nasdaq, je crois que c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire. Voilà, c'est des flux d'argent monumentaux qui transitent. Le marché d'échange, c'est encore pire, monumental. Les obligations, c'est pareil. Donc il y a plein de choses qui se passent avec une extrême violence. J'ai envie de dire un peu comme la stratégie de Trump que je trouve extrêmement violente. On va voir jusqu'où tout ça va nous mener. L'euro est en train vraiment d'exploser à la hausse. On va voir jusqu'où on peut mettre des niveaux. On va mettre des niveaux un peu plus hauts pour voir. Pour moi, la prochaine zone de résistance sur l'euro est par ici. On voit qu'on avait fait un pullback dans la baisse. On va voir déjà, là on voit une méchotte sur cette semaine. Et puis le support des 1,20 qui était résistance va devenir support. Donc affaire à suivre. Et surtout être très prudent. Et on fera un point complet au niveau de tous ces graphes le week-end prochain. Allez, c'est parti pour l'analyse technique du CAC 40. On va commencer en hebdomadaire pour voir que la semaine, au final, ne se termine pas si mal que ça, même si la bougie hebdo est de à peu près moins 2%, qu'on fait une grande mèche haute, mais parce qu'on a eu une volatilité extrême cette semaine, on verra en données journalières. Ce qu'on peut voir déjà en hebdomadaire, c'est qu'on est très très limite si on se met en ligne de clôture par rapport à la moyenne mobile 200 hebdo. On voit qu'on clôture pile poil dessus à 7100 points. On va voir pour la semaine prochaine au niveau de l'hebdomadaire. Pour moi, de toute façon, ce qu'il va falloir vraiment conserver, c'est les 6800 points. Parce que si on casse, alors là, on pourrait retourner vers ce sorte d'oblique que j'avais tracé déjà il y a un moment, qui commence en 2016, qui fait un peu polarité lors du crash du Covid. Un contact en octobre 2022 et ça serait vers les 6004
sachant qu'en plus, à plat, on a aussi une zone par ici de polarité. Donc on verra, c'est pour moi la prochaine zone si on casse les 6800 points. A contrario, si on arrive à se stabiliser la semaine prochaine au-dessus des 7100, ça sera déjà pas mal. Et surtout qu'on essaye d'avoir un peu une baisse de la volatilité, des constructions, parce que là, pour moi, c'est trop volatile. Au niveau des moyennes mobiles, à part la 200, on est limite, mais toujours sur une moyenne mobile haussière. Les autres sont bien retournés à la baisse. La 10, la 20, la 50. Donc prudence au niveau du CAC 40. Donc pour conclure sur l'hebdo, les 6800 à vraiment préserver. On est pour moi vraiment neutre sur le CAC, mais si on casse les 6008, on sera plutôt sur une tendance baissière de moyen terme. Le RSI, il y a encore de la place pour rentrer en zone de survente. Donc prudence. On va voir donc cette semaine, semaine extrêmement volatile. On commence lundi avec un gros gap baissier et au final on sauve les 6008 pour faire une énorme mèche haute et pour revenir vers les 6900. Mardi, pareil, un gap haussier. Mercredi, on rebaisse, on retape les 6800. Donc, on voit que c'est une zone importante, même au niveau du court terme sur le CAC 40, à vraiment préserver. Et après, jeudi, c'est avec la folie du tweet de Donald Trump mercredi soir aux États-Unis et avec une bougie de plus 13%, je crois, 12% sur le Nasdaq. Vraiment exceptionnel cette bougie. Je crois que c'est la deuxième fois dans l'histoire du Nasdaq une bougie aussi énorme. Donc le CAC, il ouvre avec un énorme gap haussier le jeudi et au final ça vend toute la journée pour clôturer vers les 7127 et vendredi au final on se stabilise sur cette même zone des 7127 avec une mèche basse. Le gap en journée a été presque clôturé. Donc pour le CAC, moi, au niveau de la zone, on va dire, de résistance, c'est à peu près les 7300. On va mettre, 7300, on va dire, les plus hauts presque les plus hauts de jeudi. Si on arrive la semaine prochaine à aller chercher les 7300, ça nous redonnera de l'air. On arrivera vers la moyenne mobile 10 journalière et on sera plus près de la zone de résistance court terme que dès la zone de support des 6008. Donc voilà l'enjeu pour la semaine prochaine, revenir vers la zone des, on va dire 7003, entre 7000, vers les 7300 points, on reviendrait dans des zones de prix qui pour moi seraient plutôt intéressants pour essayer de rechercher des configs sur des actions plutôt intéressantes. A contrario, si on repart à la baisse, il faudra surtout préserver les 6800 sur le CAC 40, RSI faiblard, mais on est ressorti de la zone de survente. Donc pour conclure sur le CAC, prudence, mais on va peut-être avoir la semaine prochaine, si ça se calme au niveau des annonces, etc., une baisse de la volatilité et peut-être une construction qui pour moi va falloir pas franchir les 6008 et peut-être on pourrait très bien zigzaguer comme ça. Ça serait déjà un bon début pour une reprise après peut-être de la hausse. On ne sait jamais, mais les moyennes mobiles sont bien évidemment toutes haussières, toutes baissières sur le daily. La 10, la 200 à plat, la 20, la 50 très baissière. Donc il y a encore des obstacles au-dessus des cours. On va dire il faut se stabiliser pour essayer de voir mieux dans les prochains jours. Voilà au niveau du CAC 40. Donc on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme en toute transparence en commençant par le BX4. Donc j'ai pas mal fait de changements au niveau du BX4 cette semaine. Donc mercredi, quand on était vers les 1 euro là, le BX4, un peu en dessous je crois à 0,98. Dans la journée de mercredi, quand on est revenu vers les 6800 points, j'ai vendu un peu plus de la moitié de ma ligne au niveau du BX4. Donc mon PRU était par ici. Ça m'a fait un très bon gain de 12% sur une grosse position. Donc plutôt content d'encaisser des bons gains. Et surtout, pour moi, c'est la zone à pas franchir sur le CAC. Donc on est revenu vers cette zone. Donc j'ai encaissé.
Et jeudi, quand on a ouvert avec un énorme gap haussier sur le CAC, j'ai repris encore quelques positions de BX4 pour rejouer peut-être un retour vers les 6008 au niveau du CAC, donc à peu près dans cette zone. Si on y retourne, et ben, je revendrai ma position. A contrario, mon PRU est remonté à 0,87. Pour moi, sur le BX4, si on revient par ici à 0, ouais, par ici, ça ferait 12% de gain. Je pense encore que je rencaisserai ma plus-value. Et si on a vu la zone vers les 7300 points sur le CAC, on a la moyenne mobile, on a cette zone de jeudi avec la méchotte. Donc si on revient peut-être combler ce gap ou par ici, je pense que je prendrai ma perte parce qu'on pourrait aller bien plus haut sur le CAC et je prendrai ma perte de 5%. Donc voilà ma stratégie, ma nouvelle stratégie au niveau du BX4. J'ai encaissé les gains. Et maintenant, j'attends de voir si on retourne à la baisse, je rencaisserai des gains. Et sinon, ça me sert aussi comme avant, comme couverture au niveau de mes trades court terme. Donc voilà, pour les personnes intéressées, bon là, on est un peu au milieu. Le problème, c'est que c'est volatile. On est pour moi entre le support par ici et la résistance par là, on est un peu au milieu de ce large range. Donc après, c'est à vous de voir. Mais peut-être attendre début de semaine prochaine, voir ce qui se passe avec les résultats des premières sociétés. Donc voilà au niveau de mon BX4. On continue avec Trigano. Donc Trigano, semaine pas top. Je vous rappelle un peu mon PRU à 137,70. J'ai une énorme moins-value latente. Mais voilà, je la garde pour du moyen terme, long terme. J'aime bien ces fondamentaux. Alors, point positif de cette semaine, c'est qu'on voit très bien, si on se met en ligne de clôture, qu'on a fait une sorte de tout petit double top et qu'on va rajuster un peu le support. On voit que ici à 95,70, c'est notre support très court terme. C'est aussi un peu la mèche basse de cette journée du 17 septembre. Donc j'ai aussi identifié un autre support à 90 euros. J'ai envie de dire, ça serait bien que la semaine prochaine, on tienne les 95 euros à peu près. Voilà, on est très 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 limite. Alors pour les personnes intéressées, pour vraiment du court terme, mais attention avec la volatilité, on peut avoir une stratégie de si on passe au-dessus des plus hauts de vendredi, soit à peu près à 98,50, on met un stop et puis on retourne peut-être par ici chercher le gap, l'énorme gap baissier et aller chercher les 108. S'il y a du mieux sur le marché en globalité, pourquoi pas, un risque-récompense de 2. Alors moi personnellement, ayant déjà 3 positions sur Trigano, je ne touche à rien parce que sinon, si je reprends, je serais trop exposé sur Trigano et je le veux pas, donc j'attends juste que ça se calme et voir espérer revenir vers la zone des 108. Il y a aussi toutes les moyennes mobiles à franchir pour aller plus haut. On est toujours en zone de survente. Donc à voir la semaine prochaine si elle tient les 95 euros. On continue avec Veolia, donc Veolia extrême volatilité cette semaine. On s'était arrêté vendredi ici, donc on était revenu vers une très belle zone de polarité. Lundi, un énorme gap baissier, moins 8% sur Veolia. Je pense que c'est assez rare en une journée, une telle volatilité sur Veolia qui est très peu volatile. Et après, avant mardi, mercredi, jeudi, on rebouche le gap baissier de lundi pour revenir à 30,73, ça revient, donc ça va dans tous les sens. Donc la meilleure des choses, quand ça part un peu dans tous les sens, moi je ne fais rien, je n'interviens pas. Veolia, techniquement c'est plus trop, on voit que le support à 27,78, là on est à 29,73, on voit que la résistance à 30,73, donc on est un peu pris entre les deux, on peut enlever ça. Je suis revenu en fait à mon PRU à 29,80, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dans l'immédiat sur Veolia. On va voir si elle repasse au-dessus des 30,73, ça serait peut-être intéressant pour aller chercher les derniers sommets là vers les 33 euros. Et à contrario, tant qu'on tient les 27,78, c'est pas si mal que ça. J'ai qu'une petite position. Si on casse les 27,78, peut-être vendre, je ne sais pas, avec une perte de 6. Si on dézoome un peu ou qu'on se met en hebdo, voilà.
On voit que si on revient à 26,34, c'est un peu le bas, c'est très très neutre. Veolia, il n'y a pas vraiment de directionnel. En hebdo, on est sur la moyenne mobile 200. Hebdo, on a fait une touchette ce début de semaine lundi avec le gap des -8 sur cette zone. Donc affaire à suivre. Je ne touche à rien parce que pour moi, il n'y a aucune construction technique cette semaine sur Veolia. C'est plutôt énorme volatilité. Donc on refera un point le week-end prochain. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, ça se passe pas si mal que ça cette semaine. 3 positions aussi, je suis pas mal exposé à Biomérieux. Lundi, extrême volatilité. On revient vers mon PRU, vers la moyenne mobile 200 journalière. Et après, on revient dans ce range qui était très intéressant qu'on est sorti le 3 avril et on a réintégré. Et là, fin de semaine, si on se met en bougie hebdo, on voit qu'on tient toujours le range entre 111 et 117. Donc c'est plutôt positif. On est à 114, donc en plein milieu de ce range. Donc pour moi, je ne touche à rien. On va voir si ça se calme. Si on tient vraiment les 111, ça serait très intéressant pour pourquoi pas franchir cette résistance des 117 quand même, qui est une très belle résistance parce que depuis fin janvier, on n'arrive pas à la franchir. Donc ça va être l'objectif. Si ça traîne trop, pourquoi pas encaisser. On est sur quand même j'ai presque 10% de gains sur 3 positions, donc c'est quand même pas mal. Et par les temps qui courent, d'encaisser des gains, ça serait aussi peut-être une bonne idée. Donc j'attends de voir la semaine prochaine au niveau de Veolia. Point positif, on voit qu'on est presque revenu sur la zone de neutralité du RSI. Les moyennes mobiles sont tout au même endroit et la moyenne mobile 200 est toujours haussière. Donc Biomérieux, vraiment pas mal cette semaine au niveau de Biomérieux. Pour les personnes intéressées, on est au milieu du range, donc attendre une construction court terme ou un franchissement vraiment intéressant des 117 €. On continue avec Eramet. Donc Eramet, très forte baisse, on avait vu la semaine dernière. Là, on se reprend. On est revenu chercher les 38 € sur Eramet, qui est une belle zone de polarité en hebdomadaire. On a vu support, résistance, on a franchi et là, retour à 38. Donc c'est assez simple sur Eramet, il faut vraiment tenir les 38 €. Ma stratégie, c'est plutôt pour du moyen terme, long terme sur Eramet. Un secteur assez particulier. Et si bien évidemment on a une récession peut-être mondiale, je n'en sais rien, Eramet va fortement souffrir. Et c'est déjà le cas depuis des semaines qu'elle souffre. Donc voilà, c'est pareil, Eramet, j'ai 2 positions. Je pourrais peut-être agrandir ma ligne, mais j'attends de voir une construction. Là, c'est vraiment très négatif depuis qu'on a cassé les 50 €. On a fait un rebond. Est-ce que c'est seulement un rebond technique pour repartir? Peut-être. On est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 journalière. Les moyennes mobiles sont toutes baissières, bien alignées. La 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI ressort de la zone de survente, mais encore pas arrivé dans sa zone de neutralité, Donc on est pour moi au milieu entre le support des 38, la résistance des 49. Donc on va laisser faire, voir vers quelle direction va nous emmener Eramet. On continue avec Safran. Donc Safran, j'avais repris de quelques actions vendredi lors de la première chute des moins 7% sur Safran avec la moyenne mobile 200. Malheureusement, le lundi, elle nous fait encore un moins 7, même moins 8%. Voilà, mon PRU est à 215. J'ai comme zone technique maintenant à conserver les 192 €, zone un peu de support de août 2024. J'ai aussi réussi à tracer une sorte d'oblique, support oblique haussier de mars 2023, 2023, et elle a une touchette, c'est lundi. Donc tant qu'on tient les 192 € sur Safran, pourquoi pas. Après, c'est fortement dégradé. On est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles. Elles sont toutes baissières, 10, 20, 50. La 200 est à plat. Et on voit que déjà, jeudi est notre zone de résistance. Pour moi, la zone de résistance est à 221 € jusqu'à 228, plus la moyenne mobile 10. Donc, il y a beaucoup de zones à franchir pour retourner pas loin de ces sommets. On va voir, j'ai 2 positions, on n'est pas très loin de mon PRU. Donc pour les personnes intéressées, le problème,
On met le stop où? Parce que là, on a un gap, on a le support, soit on essaye d'être large pour avoir une vision plutôt moyen terme, mais bon, si ça tourne mal, pourquoi pas sortir assez vite. Voilà, et puis bon, bah, si on va là-haut, 3, on a des zones ici, on a plein de zones. Moi, je suis dans le train, j'ai voulu garder Safran. On n'est pas si loin de mon Pérou à 215. Voilà, je suis sur une petite baisse pour le moment de 5%. Donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. On refera un point le week-end prochain. On continue avec Bouygues. Donc Bouygues, j'ai repris position mardi. J'ai complété ma ligne. Ça m'a fait remonter un peu mon PRE à 33-36. Parce que le secteur, je pense, peut être défensif dans ces moments-là. Et on voit que si on se met en hebdomadaire, voilà, cette semaine, on fait une baisse de moins 1,52, tandis qu'on a vu le CAC qui a été à peu près en baisse de plus de 2. On tient toujours la moyenne mobile 10 en hebdo, donc c'est quand même assez solide par les temps qui courent Bouygues. Donc voilà, on voit qu'on est toujours positif en hebdomadaire. En journalier sur Bouygues, on est revenu combler ce gap haussier du 5 mars sur la bougie de lundi. On tient la moyenne mobile 50 et on a bien évidemment toujours en soutien la moyenne mobile 200 qui est toujours haussière. Donc on a quand même moins d'obstacles si on veut revenir vers les 37. Donc voilà, j'ai repris, on verra bien ce que ça donne. Pour les personnes intéressées, bon bah on peut avoir un scénario comme ça, risque ou un peu un stop plus serré, après bon c'est à vous de voir, risque un peu près de 1 pour retourner sur ces anciens sommets, anciens plus haut à 37 euros, et puis après bon bah si on veut aller plus haut, on verra bien. Moi j'ai repris deux positions, le RSI est revenu à peu près neutre, donc on va voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur Bouygues, donc affaire à suivre, on refera un point le week-end prochain. On continue, Bureau Veritas, donc Bureau Veritas a vraiment cassé la zone qu'on avait tenue jusqu'à vendredi dernier des 27 euros. Bon bah ouais, extrême volatilité de lundi, moins 7. On est revenu jeudi se taper sur cette zone qui devient vraiment résistance à 26,68. Très très techniquement très belle, cette zone des 26-68. On voit dans le passé déjà c'était une belle zone de polarité et ça en a encore une. Donc j'ai qu'une position, donc sur Bureau Veritas, peut-être attendre pour me renforcer, mais toujours la même chose, attendre une construction. Là j'ai noté bon bah le support à 24,10, c'est la zone. Voilà, c'est la zone des plus bas de cette semaine. En plus, en hebdo, on a quand même aussi une zone de prix travaillée dans le passé, c'est 24,10 €. On va voir 24,10 le support. La résistance est assez claire à 26,68. Donc, si des fois la semaine prochaine on arrive à franchir les 26,68, pourquoi pas un peu baisser mon PRU, essayer de revenir flat sur bureau. On a des obstacles, hein, moyenne mobile 10, la 20, la 50 vient de croiser avec la 200. Donc, dans les techniques, c'est la croix de la mort. Donc, c'est jamais de très bon augure. On verra bien. Le RSI est repassé, était en zone de survente et il est revenu au-dessus. Donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon bah le problème à 25,78, on est très loin du support et assez proche de la résistance. Donc je pense pas grand-chose à faire dans l'immédiat pour Bureau Veritas. On continue donc sur GTT, j'ai complété aussi ma ligne lundi suite à la forte baisse. On était revenu vers les 120, j'ai un air pris, ça m'a fait baisser mon PRU à 131,80 €. J'avais pris des positions le 13 mars. Donc voilà, au niveau de GTT, on va voir ce qui va se passer aussi. Bon bah jeudi, bougie très négative, vendredi, stabilisation. Pour moi, on va peut-être enlever un peu, on va mettre des zones larges parce que la volatilité est tellement extrême que peut-être le week-end prochain, on pourra affiner des zones plus claires. Mais là, ce qui est plutôt assez clair, bon bah c'est la zone environ des 142 qui est résistance, le support des plus bas d'aujourd'hui qui est revenu à 120,40 €, qui était aussi une zone dans le passé de polarité. Donc on va voir, mon PRU à 131 pour les personnes intéressées. Bon bah pour aller là-haut, ça nous fait à peu près 1,25 de risque-récompense. Voilà, on verra. Attention parce que comme je vous l'ai dit, on arrive dans les périodes des résultats, donc ça peut être aussi rajouter de la volatilité. Les moyennes mobiles sont toutes baissières à part la 200 qui est à plat, mais ne sont pas si loin des cours. Donc affaire à suivre sur GTT et on fera un point le week-end prochain. On continue avec Alstom. Donc Alstom aussi a vraiment décroché début de semaine. Lundi, on est revenu
presque sur la zone ici, une belle zone. Est-ce qu'on voit en hebdo? Ouais, on voit en hebdo aussi, la belle zone des 15,60. On a vu, c'était support en mars 2022, support en octobre, on a cassé. On a bien travaillé cette zone des 15,60 € entre mai 2024 et septembre 2024 pour aller plus haut. Donc on la retrouve, c'est 15,60, donc c'est vraiment le support à pas enfoncer dans l'immédiat. On voit que jeudi, énorme bougie au bas rouge parce qu'on était revenu à 20,83. Donc le gap baissier a été comblé. On a vendu toute la journée et on est à 18,50. Donc on est sur une petite zone ici. On voit de polarité qui est plutôt résistance ou support. On est pile poil dessus. Donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer sur Alstom. Au niveau des moyennes mobiles sont tout au-dessus des cours. Le RSI est ressorti de la zone de surachat. Survente, premier signal positif, c'est qu'on a franchi la petite moyenne mobile sur le RSI. Donc on verra bien, mon PRU à 23,55. Pour le moment, moins-value attente de 20%. Donc c'est pareil, j'attends une construction pour me renforcer sur Alstom. Si elle veut repartir au moins chercher les 21 €, ça serait déjà pas mal pour les personnes intéressées. Bon là, faut attendre début de semaine prochaine. Si on franchit les 19 €, après on sera pas loin de la résistance. C'est assez compliqué en ce moment pour les zones techniques à surveiller au niveau des actions. On continue avec Imerys. Donc Imerys, pareil, cette semaine, on est revenu à 25,64. C'était les derniers supports sur Imerys. Belle zone aussi technique. Le sort de biseau que j'avais tracé, il est toujours d'actualité parce que si on repasse au-dessus, on pourrait presque... là, on a clôturé un peu en dessous, mais on pourrait avoir une config comme ça et repartir... On verra la semaine prochaine, samedi prochain, où en sera Imerys. On a la zone ici déjà à 27,38 à franchir. Pareil, les moyennes mobiles, la 10 et au-dessus des cours, tout au-dessus des cours. Donc affaire à suivre sur Imerys. Tant qu'on tient les 25,64, plutôt pas mal. Et si on dézoome un peu en hebdo, voilà, on a vu comme ça, on pourrait après repartir peut-être chercher les 32 € si ça s'améliore dans le contexte actuel. On verra. Affaire à suivre. Pour le moment, je garde. J'ai qu'une petite position aussi, mais une moins-value latente d'à peu près 20%. Donc j'attends de voir la suite et les constructions techniques sur Imerys. On continue, donc Sartorius, j'ai vendu mes positions jeudi. Jeudi, quand on a fait une énorme hausse, j'ai vendu début de journée à 169,40 €. Voilà, donc j'ai voulu refaire un peu de cash, me délester de quelques sociétés. Secteur de la santé peut être malmené avec Trump. Voilà, il y a eu des annonces. Bon, Sanofi a plongé. J'ai gardé Biomérieux parce qu'elle tient le choc. Et Sartorius, j'ai pris ma perte d'environ 10%, un peu plus, 12%. Et puis voilà, on verra. Pour moi, sur Sartorius, il faut vraiment tenir les 146,15. Là, on est à 162,60. Malheureusement, la zone de polarité des 171 € va falloir aussi franchir si on va aller plus haut. Et en plus, il y a les résultats mercredi. Donc, je suis sorti. Et puis on en reparlera s'il y a une construction. Les moyennes mobiles sont toutes baissières, 10, 20, 50, 200 à plat. Le RSI est ressorti de la zone de survente et a franchi sa petite moyenne mobile. Donc affaire à suivre. Moi, je sors du train de Sartorius et j'encaisse mes pertes. Et on va finir avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, pas si mal que ça cette semaine. Lundi, comme toutes, on a fait une touchette à 26,54 sur FDJ. Voilà, donc des zones de prix de 2020. Bravo s'il y en a qui ont réussi à acheter. J'aurais pu, mais quand les marchés sont extrêmement volatiles, c'est extrêmement compliqué. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Je préfère quand il y a des constructions, je suis plus à l'aise. Donc j'ai fait quelques achats comme Bouygues et GTT, mais Française des Jeux, j'ai attendu. Et on est revenu en fait cette semaine à mon PRU à 29,82. On a la zone ici là, de résistance
très clair. Au final, en clôture, jeudi, avec la journée un peu spéciale, on clôture en dessous. Et vendredi, on n'arrive pas à franchir les 29,80. Donc on verra la semaine prochaine. Point positif, quand même, à noter sur la Française des Jeux, c'est qu'on a clôturé fin de semaine au-dessus de la moyenne mobile 10 et 20. Si on se met en ligne de clôture, c'est depuis la forte baisse du 5 mars qu'on n'avait pas réussi à faire une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc c'est plutôt pas mal la Française des Jeux, peut-être à regarder pour les personnes intéressées. Le RSI, on est bien sorti de la zone de survente. Donc la construction est plutôt pas mal. Si on se met en ligne de clôture et qu'on voit la remontada de lundi, on voit que c'est plutôt intéressant. On a fait la forte baisse et puis là on zigzague entre 28, 26 et 30 euros. Donc si on arrive à franchir les 30 euros, ça pourrait être intéressant pour repartir chercher la prochaine zone de résistance environ vers les 32,84. Donc comme scénario, soit vous êtes assez court et vous dites faut pas aller plus bas que la clôture de lundi. Voilà, un risque récompense d'environ 2 sur la Française des Jeux. C'était c'était mon scénario quand j'ai commencé ma ligne le 25 mars. C'était exactement ça. C'était à peu près comme ça. Et puis essayer d'aller là-haut. Donc le scénario n'est pas pour le moment caduque parce que je suis pas sorti et il y a eu beaucoup de volatilité début de semaine. Donc affaire à suivre. Voilà ce tour d'horizon sur mes trades plutôt entre guillemets court terme. Quelques renforcements, prime à perdre sur Sartorius. Donc plutôt léger. Attendre d'y voir plus clair et d'avoir des petites constructions techniques parce que là, il y a cette semaine extrêmement volatile. Donc il y a pas grand chose de technique à se mettre sous la dent. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés, malgré le contexte actuel, qui peuvent être intéressantes à surveiller pour la semaine prochaine. On va commencer avec Essilor, Luxottica. On va se mettre rapidement en hebdo pour voir que on a un support oblique haussier qui commence en octobre 2023, qui a touché en juillet 2024 et ce début de semaine qui passe en plus vers une zone, on voit de polarité à 235 qui pour le moment on tient. Il y a la moyenne mobile aussi 50 hebdo qui est plutôt intéressante sur Essilor parce que depuis qu'on est passé au-dessus en novembre 2023, elle devient un support dynamique et on a fait une touchette ce début de semaine. Donc c'est pour ça que je vous la partage. Donc lundi, on retourne sur la moyenne mobile 200 journalière, très intéressante sur Essilor, qui est support dynamique. On a le support qu'on a vu en hebdo oblique et on est à 241. On voit très clairement la résistance à 262 euros avec le gap haussier parce que jeudi, on a ouvert très très haut, mais on a fait pile poil les 258 qui était le gap de jeudi dernier, de jeudi 3 avril. Donc, quoi faire sur Essilor, c'est essayer d'aller chercher un peu dans ces zones de gap vers 162. Le stop, on peut mettre assez court la moyenne mobile 200 journalière et ou le support, voilà, attention avec la volatilité, les mèches, etc. Mais peut-être un stop en clôture journalière. Si on a une clôture en dessous des 226, 225, on prend sa perte de 6% et pour aller chercher peut-être 8%, risque récompense un peu plus de 1. Donc voilà, Essilor Luxottica, dernier rempart, la moyenne mobile 200, le RSI était en zone de survente, on est ressorti, et après, on a les moyennes mobiles 10, 20, 50 qui sont passées baissières. On continue avec Vetoquinol, donc Vetoquinol, secteur un peu particulier qui peut être aussi intéressant, c'est tout ce qui est produits de santé animale, donc en plus, techniquement, on voit que, on va se mettre rapidement en hebdo pour voir, voilà, donc la zone des 74 euros me paraît intéressante parce que c'est la polarité. On va la voir, on la retrouve en daily. Donc, la construction très baissière, on fait des zones un peu de range, mais la dernière fois, on avait cassé par le bas. Et après, on a fait range pile en dessous de la zone de résistance à 74 euros, on a explosé, on s'est heurté un peu à la moyenne mobile 200 journalière et là on est revenu combler le gap de l'explosion des 15% le 21 mars. Donc maintenant il faut que ça tienne et on voit
que ça tient au niveau de cette semaine, parce qu'au final, lundi, on fait 74 euros, mardi, il y a des acheteurs, mercredi, on revient vers cette zone des 74, donc ça tient in extremis la zone de polarité. Maintenant, quelle stratégie pour Vetoquinol? C'est tenir les 74 euros, le stop peut être peu cher, parce que si on revient, on a une zone ici, mais si on reviendrait dans ce range, pas très positif, et à contrario, on peut aller chercher la moyenne mobile, on aura à passer les moyennes mobiles. On est au-dessus de la 50, mais on a la 10, la 20 au-dessus des cours. Première chose à faire, donc un risque à peu près de 1, mais si on essaye de retourner un peu vers la moyenne mobile 200 journalière, ça nous fait à peu près un risque récompense de plus de 2,5. Donc voilà, c'est peut-être un scénario à regarder pour la semaine prochaine si ça veut essayer de repartir sur Vetoquinol avec une clôture peut-être au-dessus de la moyenne mobile 10 à 76 et essayer de tenter une reprise de la hausse, parce que si on a une config peut-être comme ça, hop, et puis on repart. Et puis après, on peut peut-être zigzaguer, mais on a comblé le gap. On a comblé le gap haussier, on est revenu au point de départ de la belle hausse. Donc il faut que maintenant, ça reparte. Neutre au niveau du RSI. Donc affaire à suivre, je vais vous la faire suivre comme d'habitude sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. On continue avec Euraseo. Euraseo a fortement chuté ces derniers jours. En hebdo, on est revenu sur une zone à 50, vers les 54 euros, une zone de support qui date d'octobre 2023. Et si on regarde en hebdo, c'est aussi assez neutre quand on était passé après le crash du Covid. C'est les zones des 53, on est monté à 87, on est revenu à 53, on est revenu deux fois. Et on est remonté à 87 et là on est encore de retour à 53. Donc la question c'est est-ce que les 53 euros vont tenir? On est arrivé rapidement sur cette zone. On voit les bandes de Bollinger bien ouvertes, moyenne mobile toute baissière, 10, 20, 50, même la 200 commence à être baissière. On est encore en zone de survente. Donc il y a eu énormément de ventes sur Euraseo. Maintenant c'est est-ce que ça va tenir? Si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on a une sorte de double creux. Pour le moment, ça tient. Il va falloir tenir pour, on va dire, les contrariens qui aiment bien se mettre face un peu à la tendance qui est vraiment baissière. Et une clôture à 56,30. On met un stop par ici, 5-6%. Et puis après, si on retourne même sur du moyen terme à 86, bien évidemment, c'est excellent en risque-récompense. Mais déjà, pour moi, la zone forte résistance à 63-75 et il va falloir avant d'aller à 64 euros franchir la moyenne mobile 10 journalière. Mais voilà, peut-être une idée. Secteur attention de la finance, etc. peut être malmené aussi par les temps qui courent. Et on fera attention aussi à la date de ces publications du premier trimestre. Mais voilà, à suivre. Curieux de voir la semaine prochaine si Euraseo va tenir la zone des 53 euros. Et on va finir avec Derichebourg. Donc Derichebourg, extrêmement aussi volatile si on se met en hebdo. Si on se met en hebdo et en ligne de clôture, on voit qu'on a tenu les 5 euros environ. Donc c'est plutôt positif. Après, la bougie hebdo de cette semaine, on a quand même fait un point bas à 4,50. On a failli aller chercher un support que j'avais tracé aussi il y a un moment. On n'est pas si loin. On pourrait le mettre comme ça. C'est assez large le support, c'est pour donner un peu une idée. Au final, on a touché un peu le support oblique et on a bien rebondi. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que on a bien rebondi sur la semaine. Sur la semaine, s'il y en a qui ont réussi à payer lundi 7, on a quand même fait 20% sur 3 jours. Donc extrêmement volatile, comme je vous l'ai dit. Et on voit qu'on est repassé au-dessus rapidement de la moyenne mobile 200, de la moyenne mobile 10, on est aussi au contact, donc c'est pas si mal que ça. Alors le problème pour trader cette config, c'est où mettre le stop. On a presque comblé le gap, alors est-ce que on peut se dire que le reste de ce gap, faut soit le combler, mais il faut pas aller plus bas que le gap. Alors il y a peut-être un scénario si on clôture au-dessus des plus hauts de vendredi, un stop par ici 5-6%, et puis après on va chercher, on aura la première zone ici de résistance, donc qui est
pas bon le risque récompense, mais si on retourne là-haut un peu plus de 1, et bon bah si on retourne à 6 euros et quelques, un bon risque récompense de plus de 2,5. Alors prudence, parce que extrêmement volatile, voilà, ou très très intéressant aussi pour les personnes de très court terme, hein, sur une journée, vous vous rendez compte, cette bougie, s'il y en a des traders qui ont réussi un intraday à prendre ici avant de la hausse, ça fait 8% en une seule journée. Donc c'est extrêmement volatile. Voilà, curieux de voir aussi la suite au niveau de Derichebourg. Après, bien évidemment, on peut se mettre sur des données, sur des unités de temps plus faibles. On voit le gap, on voit en 4 heures le croisement M10, M20, peut-être à la baisse là, à 50. Donc on va se dire les 5 euros, un peu au-dessus des 5 euros, à vraiment préserver pour la semaine prochaine, pour essayer de repartir chercher direction les 6 euros sur Derichebourg. Donc voilà ces 4 sociétés qui me semblaient intéressantes à vous partager, même si, comme je vous l'ai dit, extrêmement compliqué pour trader sur une stratégie un peu swing, parce que avec la volatilité, c'est assez compliqué. Donc prudence. Après, comme je vous le dis à chaque fois, ne rien faire, c'est déjà trader. Donc on verra si la semaine prochaine, ça se calme un peu avec la volatilité. Il y aura peut-être des choses à faire sur les bons dossiers. Donc merci à tous d'avoir réussi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point économique, technique sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et les zones techniques clés à surveiller pour la semaine prochaine, le suivi de mes trades court terme en toute transparence, et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos d'analyse technique. Allez, bye!